Merci beaucoup, Gilles. Donc, bon, j'avais tablé sur 20 minutes, je ne sais plus à qui j'avais posé la question. Donc, je vais essayer de faire en 12. Donc, si je passe des diapos, essayer de comprendre et de lire rapidement. Bon, je voulais remercier également la Fondation Flavien et Denis pour l'invitation. Et j'avais pas lu le titre quand j'ai accepté, mais quand j'ai lu le titre après l'acceptation, je me suis dit mince, ça va être court. Ça va être court, on va faire un cours. Donc on va recommencer sur les bases du theranostic et voir les applications en pédiatrie potentielles, enfin actuelles et potentielles. Très simplement, on utilise des isotopes radioactifs tous les jours. On injecte 50 millions de patients chaque année. D'accord. Principalement pour des activités diagnostiques, mais de plus en plus, on entend pas assez, pour des activités thérapeutiques. Et on n'a que 1% par an d'actes sur des enfants. Mais en totalité, ça croît de 10 à 15% par an, cette activité, depuis les années 2000. Alors, back to basic, on utilise, la chaleur de la radioactivité pour faire la thérapie, 2, le rayon lumineux pour faire l'imagerie. Et par chance, on a des isotopes qui nous permettent soit d'émettre de la chaleur pour faire la thérapie, soit d'émettre des rayons gamma pour faire de l'imagerie, soit les deux qui nous permettent de faire à la fois de la thérapie et à la fois de l'imagerie. Alors l'exemple type, et là je pourrais passer longtemps dessus, mais c'est la thyroïde, qui est l'exemple de l'utilisation ancestrale de la radioactivité, où on va faire une imagerie, où là vous avez une imagerie IRM qui est plutôt pas mal, avec bien délimité, et nous ce qu'on va faire, c'est une imagerie qui est absolument, alors excusez-moi du terme, dégueulasse. On a l'imagerie la plus floue qu'on puisse avoir, mais en fait c'est pas la forme qu'on regarde. Ce qu'on va regarder, c'est on va administrer un métabolite de l'iode, et ce qu'on va voir dans cette image, c'est la capacité, l'avidité qu'a la thyroïde à consommer l'iode pour fabriquer les hormones thyroïdiennes. C'est ce qu'on appelle une imagerie métabolique, une imagerie moléculaire. C'est pas la forme qu'on regarde, c'est la manière dont l'organe travaille. Et puis on peut voir par exemple que des fois, l'organe travaille de manière désorganisée avec un foyer hyperfixant par exemple. Et puis on peut même, vu qu'on va administrer aux patients cette radioactivité, qu'on va utiliser les processus moléculaires comme le simple captation d'iode et que tous les organes de l'organisme ne sont pas capables de capter l'iode, on va pouvoir, si on administre ça aux patients, d'aller venir toucher du tissu qui a également cette capacité, dans ce cas précis, de capter l'iode, c'est-à-dire du tissu métastatique dans le cas du cancer thyroïdien. Donc ça, c'est le principe de l'utilisation de la radioactivité dans l'imagerie moléculaire ou la radiothérapie interne vectorisée. Parce que non. Alors des fois, l'isotope ne suffit pas. Donc on va utiliser des molécules qu'on va radiomarquer pour aller cibler des processus physiologiques. Ça, c'est pas 5 minutes, ce bruit. Donc on va utiliser des molécules qui peuvent être des précurseurs métaboliques, comme la L-dopa, qui peut être simplement du glucose, ou des peptides, des tripeptides, des tétrapeptides, pour aller viser des récepteurs membranaires, comme le récepteur à la somatostatine. On reproduit des molécules biologiques utilisées dans la physiologie ou dans la physiopathologie, on la rend radioactive, donc on la rend visible, ou on lui permet d'apporter de la radioactivité, de l'énergie là où on veut la déposer. Ce qui fait que le premier point en imagerie, c'est que si vous prenez un même patient et que vous injectez avec ce même patient ces 3 différents traceurs, ces 3 différentes molécules radiomarquées avec un émetteur bêta, on va avoir des images qui ne sont pas tout à fait les mêmes. En fait, c'est une biopsie qu'on voit, c'est pas une image. C'est qu'on va voir l'expression de la cible au niveau de l'organisme. Donc chez un même patient, on va pouvoir voir l'activité métabolique, on va pouvoir voir la captation des acides aminés et on va pouvoir voir l'expression des récepteurs à la somatostatine. Ces images ne sont pas les mêmes. On ne voit pas les mêmes choses. Et lorsque l'on arrive à avoir des vecteurs qui viennent se fixer sur toutes les lésions, comme on peut voir ici, on va pouvoir utiliser un autre isotope qui va émettre un rayonnement bêta. C'est un électron, ça ne sortira pas de l'organisme, ça va s'arrêter dans les quelques millimètres après la fixation sur son récepteur et on va avoir un effet thérapeutique. Et c'est pour ça qu'on dit, alors c'est nous qui le disons parce qu'on est assez prétentieux, en fait finalement ce sont les agents théranostiques optimaux. On a un vecteur, soit on le radiomarque pour faire l'imagerie diagnostique, soit on le radiomarque pour faire de la thérapie. Alors ce conseil, je vais passer très rapidement parce que j'ai pas le temps, mais voilà, ces couples théranostiques, finalement, en médecine nucléaire, on l'a depuis les années 50 avec le traitement des dysthyroïdies ou du cancer de la thyroïde. Et depuis ces années, on a un certain nombre de couples qui sont sortis. Aujourd'hui, il n'en reste plus que la moitié, mais les derniers ont complètement bouleversé notre activité. Un autre point important. On ne fait pas de chimiothérapie. On n'a pas d'effet pharmacologique. On a une affinité pour la cible. Alors, on va utiliser l'affinité nanomolaire, c'est ce qu'on veut. Mais l'effet thérapeutique, c'est du rayonnement. C'est l'interaction rayonnement-matière. On va léser l'ADN, on va léser les membranes, on va faire de la radiolyse.
Par rapport à la radiothérapie externe, la différence, on dépose de l'énergie, mais on va la déposer par le lit vasculaire et on va pouvoir venir viser, cibler la maladie disséminée dans l'organisme. D'accord ? A contrario, on va également venir cibler des organes sains, comme on peut voir ici, les glandes salivaires, lorsqu'on utilise le PSMA. Alors, après l'avènement du TEP dans les années 2000, on a déjà eu une forte augmentation de l'activité. Dans les années 2015, on a commencé à faire des nouvelles générations de radiothérapie interne vectorisée, celles ciblant des tumeurs rares, heureusement, parce qu'on n'était pas préparé à cette augmentation d'activité, en ciblant le récepteur à la somatostatine dans les tumeurs neuroendocrines avec un couple d'imagerie gallium-dotatate et un couple thérapeutique lutetium-dotatate et des essais cliniques qui ont qui ont montré des résultats tout à fait favorables et qui se sont poursuivis avec les études de phase 3 et les études post-commercialisation. D'ailleurs, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de ne pas mettre les types, les stratégies thérapeutiques, de les restreindre à un type de cancer. Après le licensing du Lutathera dans les tumeurs neuroendocrines, et ça s'est complètement élargi aux tumeurs exprimant le récepteur à la somatostatine. Le second virage qui est arrivé ces 3 dernières années, c'est la radiothérapie interne vectorisée, non pas dans une tumeur rare, mais dans une tumeur hyper fréquente qui est l'adénocarcinome de la prostate. Et en radiomarquant le PSMA, alors c'est le nom du peptide, mais la cible c'est le PSMA, en ciblant le PSMA membranaire qui coche toutes les cases. C'est un récepteur membranaire qui est surexprimé principalement, quasiment exclusivement au niveau du tissu cancéreux, cancéreux et métastatique. Donc il a été développé des agents permettant de voir par l'agent d'imagerie TEP-O-GAM 108 et de traiter au lutécium 177. Les cures se déroulent comme cela, comme pour le Lutathera pour les tumeurs neuroendocrines. On va faire une imagerie de sélection avec l'agent d'imagerie, l'agent d'imagerie du couple. Si le patient est éligible avec des lésions qui fixent, on va traiter le patient jusqu'à 6 cures. Au bout de 6 cures ou 3 cures, 4 cures chez nous, on va réévaluer le patient avec l'agent d'imagerie. Et aujourd'hui, on va arrêter. Si soit il est toxique, on va arrêter, soit le traitement est efficace, on va arrêter pour retarder les cures suivantes. Puis, dans le suivi du patient, on va restager le patient quelques mois si on a des signes, par exemple un PSA qui augmente au niveau plasmatique. On va reimager le patient et on peut repartir sur des cures chez le patient. PSMA, 6 cures par patient, 5000 patients éligibles sur le territoire national. On n'a pas assez de structures pour traiter les patients. Aux États-Unis, ils construisent des centres neufs en partant de zéro. On ne peut pas prendre en charge la totalité des patients. On a la possibilité de ne traiter que 50% des patients aujourd'hui. Aujourd'hui, on se situe là. L'étude PSMA addition vient de sortir en mettant des résultats positifs sur le cancer de la prostate hormonosensible. C'est-à-dire que le nombre de patients va encore augmenter. On n'est pas aujourd'hui armé pour prendre en charge tous ces patients. Voilà le contexte. Alors le contexte, il est aussi radieux pour nous parce qu'il y a une dizaine d'années, il y avait 3 industriels qui s'intéressaient à la radiothérapie interne vectorisée parce que c'est cher, c'est compliqué. Injecter de la radioactivité à quelqu'un, c'est compliqué. C'est compliqué au niveau des instances, au niveau de la sûreté nucléaire. Et donc on est content parce qu'il y a tout un tas d'industriels qui sont intéressés. Il y en a au moins 3 qui s'intéressent à la pédiatrie. Donc maintenant, on va rapidement survoler ce qui se fait en pédiatrie, parce qu'à part survoler, je ne peux pas faire grand-chose aujourd'hui. Et il faut quand même expliquer le contexte. Aujourd'hui, on a énormément de mal à mettre en place des essais cliniques chez l'adulte. D'accord ? Que ce soit l'ANSM ou la sûreté nucléaire, nous protège, on va dire. Nous protège de manière très efficace, et ce qui fait que c'est très compliqué. Alors, rajouter à cela l'indication chez les enfants, ça sera encore plus compliqué. Même s'il il y a de l'éducation à faire, il va falloir qu'on leur explique et qu'on les accompagne dans leur prise de décision. Alors l'arrivée en pédiatrie, elle existe depuis longtemps. Elle existe pour les dysthyroïdies comme pour l'adulte, que ce soit pour les dysthyroïdies ou pour le cancer thyroïdien. On doit faire au CHU Timone, qui est peut-être le plus grand centre, puisqu'il n'y a qu'un seul centre de thérapie en France, de radiothérapie interne vectorisée en France, un patient par an. D'accord ? Donc, ce n'est pas une grosse activité. On peut faire de l'AMIBG iode 131 dans le neuroblastome. En fait, on peut faire, mais on pouvait faire, parce que l'industriel s'est retiré, trop peu d'indications. Donc, on n'a plus cette molécule. On peut demander des autorisations d'importation. Il y en a une trentaine qui sont acceptées chaque année par la NSM. Là où la FDA a augmenté l'indication dans le paragliome et phéochromocytome malin,
et où le Japon est en train d'augmenter énormément cette activité et la prise en charge des patients avec la MIBG. Donc ça, on verra comment ça évolue. On a l'autre traitement d'adulte qu'on utilise dans les tumeurs non endocrines depuis 2017, dans le cadre de son AMM, qui sont le lutetium dotatate, qui cible les récepteurs à la somatostatine. Une nouvelle fois, on ne pense pas type de cancer, on pense expression de la cible. Le but, nous, c'est très simple. J'ai une cible, j'amène de la radioactivité sur le tissu cancéreux pour l'irradier de manière spécifique. Donc, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, dans la mesure où on respecte, on arrive à contrôler la dose aux organes sains, c'est exactement le même principe. Et c'est ce qui est fait dans certains centres, comme ça, c'est nos collègues de Londres, mais c'est juste pour montrer, c'est exactement comme chez l'adulte. Dans le cas d'un paragangliome, en traitement à la MIBG, on voit que l'image n'est pas très bonne en MIBG par rapport au TEP, avec des actes diagnostiques et des cures thérapeutiques avec des reprises au bout d'un certain temps, que ce soit pour la MIBG ou pour le dotatate, le récepteur à la somatostatine, chez cette patiente de 13 ans avec des métastases hépatiques d'un insulinome. Et une nouvelle fois, l'intérêt, c'est de pouvoir retraiter, où cette patiente a été retraitée 1 an et demi après, et aujourd'hui, à ce jour, elle est toujours en rémission. Alors, je vous cite cette étude parce que, en lisant, ça m'a fait rire, parce qu'ils ont fait une étude rétrospective de 20 ans sur la thérapie pédiatrique des tumeurs endocrines pédiatriques, et ils ont 12 cas. Mais en fait, c'est notre vie. C'est-à-dire que les indications sont ultra rares. C'est ultra rare. Donc la prise de décision, on est hors tout, et la prise de décision de traiter, elle n'est pas au doigt mouillé, bien évidemment, mais on manque cruellement de recommandations et de molécules validées. Et sur cette étude, il note à peu près 50% de réponses en fonction de l'expression de la cible ou de l'apparition de tox. Ils font du re-challenge, on retraite les patients et ils mixent. C'est-à-dire, on a traité les patients à UBG, ciblant le transporteur de la noradrénaline. Je peux les traiter plusieurs années après en ciblant le récepteur à la somatostatine, si tant est qu'on ait une expression. Et là, c'est mon pendant, parce qu'aujourd'hui, c'est les deux, on va voir tout à l'heure, c'est les deux seules molécules qui sont en essai clinique, d'accord, en vrai essai clinique. Et si on fait le pendant entre les deux, la MIBG et le dotatate, c'est deux mondes. Vous le voyez sur la qualité d'image. La qualité d'image, ça vous renseigne sur le dépôt d'énergie. Ça vous renseigne sur la sélectivité du dépôt d'énergie. Ce qu'on veut, nous, c'est déposer de la chaleur sur le tissu tumoral et ne pas en déposer à côté. Donc en voyant ces images, vous comprenez tout à fait qu'avec l'iode-131, la MIBG iode-131, on sera moins spécifique de l'irradiation du tissu ciblé. Et donc, on aura une forte irradiation systémique, que ce soit la moelle osseuse, le corps entier et les reins. Là où, avec le dotatate, on voit bien, même si c'est une image en gallium, en lutécium, c'est la même distribution, on va avoir une irradiation très localisée. En termes de dose également, nous, on dit, parce que la dosimétrie, on l'extrapole de la radiothérapie externe, mais c'est complètement différent, le débit dose est complètement différent, on est dans un autre monde, donc il faut qu'on revoie les paradigmes en termes de recommandations, mais ce qu'on pense, c'est qu'il faut atteindre les 80 G, 100 G pour avoir un effet. Donc la MIBG 131, vous voyez, on est un petit peu en deçà. Donc aujourd'hui, quand on n'a que ça, il faut l'utiliser, mais il va falloir qu'on évalue d'autres traceurs, notamment ceux ciblant les récepteurs la somatostatine et le lutécium. C'est pas exhaustif, mais ça l'est presque. Ce sont les études cliniques concernant la radiothérapie interne vectorisée en pédiatrie, que ce soit US ou EU. En gros, on cherche à répondre à quelle question ? Safety, dose maximale tolérée. Alors ça, c'est intéressant parce que l'étude NETRP aux États-Unis a permis d'augmenter l'indication d'avancer l'âge, de pouvoir traiter les patients jusqu'à 12 ans. D'accord ? Donc cette étude permettra, c'est en train d'être étudié au niveau de l'Europe, pour nous, de pouvoir traiter les patients dès 12 ans. Les autres questions, c'est l'adaptation posologique. On fait les patients adultes la même dose à tous. Alors déjà, c'est une aberration chez les patients adultes, mais ça, le problème, c'est que les gens veulent aller vite, les industriels veulent aller vite, et ça, c'est une des grosses critiques que je vais faire, c'est on va trop vite. Et donc, pour les enfants, la question ne se posera pas. Il faudra faire une adaptation posologique, modifier les posos, notamment peut-être raccourcir les cures, ce qui est fait dans l'étude Ludo-N. Et les associations, bien évidemment. Ça, c'est comme nous, chez l'adulte. Enfin, quand je dis nous, parce qu'on fait très peu d'enfants, les associations, on n'y est pas encore. Évidemment, ce n'est pas des traitements qu'il faut faire seul. Évidemment, ça doit être associé. Il faut réfléchir au schéma thérapeutique avec de l'immunothérapie, des inhibiteurs de la réparation post-irradiation, de la radiothérapie. Enfin, voilà, tout un tas de travaux à faire. Les autres cibles,
celles qui ne sont pas validées, mais celles qui, pour nous, sont presque validées en clinique chez le patient. Enfin, PSMA est validé chez l'adulte. PSMA, on va d'abord faire FAPI. Fibrose, FAPI. Voici le type d'image. On a des images chez les enfants en FAPI. Une nouvelle fois, regardez le contraste. D'accord ? Qu'on ne vous vende pas du rêve. Hein. Le but est d'avoir du noir et du blanc. Là où c'est noir, ça irradie. Là où c'est blanc, ça irradie pas. Si vous avez du gris, c'est que vous irradiez les tissus sains. Donc beaucoup d'engouement pour rien. C'est facile, mais on arrive à compter ce qu'on dépose là où on veut déposer. Et donc il faut être sûr, on a des nombres, on a des chiffres, il faut ce qu'on parle de pourcentage d'idées par gramme chez l'animal, en dessous 20, 25, il ne faut pas y aller. Et chez les patients, on peut calculer des SUV, en dessous 80, 100, il ne faut pas y aller. Ce n'est pas parce qu'on a des images qu'on aura des effets. Donc il faut être critique, et beaucoup d'industriels sont cassés les dents. On a Ipsen qui a investi des millions, on a participé à l'étude clinique, on leur a dit ce qu'il ne fallait pas. 5 minutes, ça va. Alors ça va, j'ai récupéré le temps. Donc je peux aller sur Ipsen. Non, ce qui est important, c'est que... non, mais il y a eu un engouement. Novartis a racheté 4 milliards d'euros le Lutathera. D'accord ? La boîte a été créée par Stefano Bono en 2003. En 2017, ils ont acheté 4 milliards d'euros. Les industriels se sont jetés dessus. D'accord ? Toutes les autres majors se sont dit, on va tous faire de la R&D parce que c'est un peptide, ils le vendent 20 000 euros. À fabriquer, ça n'a pas l'air très cher, ça coûte 2 000 euros. Voilà. Et le problème, c'est qu'ils se sont jetés dedans, ils ont vite fait des essais cliniques, et c'est la mort de notre spécialité. C'est-à-dire, si vous avez 3 majors qui perdent 5, 10, 15, 20, 30 millions d'euros parce qu'ils ont fait des essais cliniques non raisonnés, c'est des gens qu'on ne verra plus. Et bon, Ipsen, ils ne sont plus là. Ça faisait partie des premiers, ils ne sont plus là, ils ne sont plus. Donc c'est pour ça, nous, on leur dit, attendez, appelez-nous. C'est pas parce que vous voyez une tache noire qu'il faut y aller. Ça ne suffit pas. Donc le FAPI, aujourd'hui, même chez l'adulte, tout le monde s'est emballé, mais ça fait 5 ans, pour l'instant, on n'est pas prêt parce qu'il faut affiner, il faut prendre le temps. Le PSMA, alors, il y a ce cas clinique, il y a deux ce cas clinique dans le Guillaume Dupont, où les 2 patientes ont été traitées avec du PSMA, parce qu'après, il faut connaître la biologie. Le PSMA, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un traceur d'adénocarcinome prostatique, de tissu prostatique. Or, il se trouve qu'il est surexprimé dans l'angiogénèse. Donc, il y a certaines conditions où on peut envisager de l'utiliser. Et l'imagerie Gallier nous permet de voir de manière non invasive si c'est suffisamment exprimé. Je ne le pense pas. D'accord ? Bon, là, il y a eu vraisemblablement un effet sur une des 2 patientes, mais une nouvelle fois, on a une tâche, mais pour moi, l'intensité de fixation n'est pas suffisante. Il faut faire attention, et on a besoin de mettre des barrières et des chiffres en deçà de quoi il ne faut pas utiliser. CXR4, c'est pareil, ils se sont emballés sur CXR4. CXR4, je ne sais pas si vous maîtrisez CXR4. Moi, à la base, j'ai travaillé sur des thérapies régénératives. CXR4, c'est aussi dans le compartiment central de la moelle osseuse, c'est ce qui permet de retenir les progéniteurs. Donc, aller cibler pour de la radiothérapie interne vectorisée CXR4, c'est une aberration, parce que vous allez d'emblée irradier la tumeur, c'est sûr, mais également venir irradier la moelle osseuse et les progéniteurs. Donc, voilà. Donc, il faut maîtriser la physiologie et la biologie lorsqu'on développe ce type de traceur, et ce n'est pas le cas. C'est pas le cas notamment pour certains industriels. Les autres cibles, 2 minutes, c'est ça ? C'est ça. Les autres cibles, alors il y en a 2-3, mais je voulais présenter le ciblage de B7H3 parce que vous devez connaître cette cible, et il y a 2 choses qui m'intéressent. La premièrement, c'est que c'est de l'immunociblage. L'immunociblage, alors que ce soit des nanobodies, que ce soit des anticorps, en fait, à partir du moment où on trouve une cible membranaire qui est spécifique d'un tissu tumoral, on peut développer des agents de radiothérapie interne vectorisée. D'accord ? C'est vrai que c'est plus facile avec cet immunociblage. Premier point. Deuxième point, je l'ai sélectionné parce que dans les essais, il est utilisé dans les essais cliniques en injection compartimentale, c'est-à-dire soit en intraventriculaire, soit par convection en intraparenchymateux. Et ça, chez un enfant, c'est un moyen de limiter la dose aux organes. Les limites de dose, c'est au rein, à la moelle osseuse, mais bien évidemment, chez les enfants, on n'a aucun chiffre, mais on nous demande d'aller plus faible. Donc, le limiter au compartiment central, pour moi, c'est une très bonne... Aujourd'hui, on sait faire, les radiologues interventionnels, j'en parlais avec le professeur Hack, où il m'a dit, on y va. C'est très simple pour eux. Et surtout, en clinique, depuis une dizaine d'années, on fait de la radiothérapie interne sélective dans l'hépatocarcinome, dans les métastases hépatiques du côlon. On a tout un process, on sait faire avec des physiciens, des médecins nucléaires et tout ça. On arrive à venir déposer localement de la radioactivité, où on dépose jusqu'à 400 grés, enfin c'est le minimum, on dépose un minimum 400 grés sans irradier le reste du corps. Donc
c'est pour ça que je voulais parler de cet essai, enfin de cette cible, pour 2 points. Immunociblage, c'est pratique pour vectoriser la radioactivité là où vous voulez la mettre, et injection compartimentale chez l'enfant, ça me paraît une bonne manière de rassurer les instances. En plus, il y a potentiellement des indications chez l'adulte, donc ça, au moins les industriels pourront nous suivre. Voilà. Et donc, il y a des traceurs, soit l'iode 131, soit l'UTC, qui sont testés en clinique, et on retrouve des valeurs de fixation là qui sont très intenses. C'est ce que je vous disais, en fait, on a des chiffres, on sait où on va. Des valeurs de SUV de 50 à 200, c'est ce qu'on a pour les tumeurs neuroendocrines, donc on sait que ça marche. Que le produit reste 31 heures de mean resident time, c'est suffisant. Il faut que ça reste. Le problème du FAPI, c'est qu'il part tout de suite. Et une dosimétrie dans ces études au niveau de la moelle osseuse et des reins qui est faible. Ici, la limite, c'est 2. La limite, ici, c'est 23. Donc, on pourra rassurer les instances avec ce type d'approche. Il doit rester 30 secondes. L'optimisation à faire, nous, on travaille sur les vecteurs. Soit on change d'isotope, les alphas. Les alphas, pas les bêtas, mais les alphas, on brûle tout sur quelques centaines de micromètres. Chez l'enfant, aujourd'hui, on oublie. Déjà, on n'a pas le droit de le faire chez l'adulte. On a du mal à faire les essais cliniques. Donc, on essaiera. Sinon, on modifie les vecteurs, anticorps, nanobodies, anticorps bispécifiques. On lie à l'albumine, on augmente la demi-vie, on diminue la demi-vie. Donc ça fait partie des développements qui sont faits, là, en préclinique surtout, mais qui sont faits chez l'adulte et chez l'enfant. Ma dernière diapo. Mais en fait, c'est pour montrer que c'est compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il va faire ces populations pédiatriques. Donc, on va devoir, il faut rassurer. Oui, il y a une étude rétrospective sur 30 000 cas depuis les années 80 qui a montré une augmentation modérée du risque de voir apparaître 20 ans plus tard une maladie tumorale. Mais il est modéré. Oui, il va falloir faire des validations, des adaptations posologiques, mais on aurait dû le faire pour l'adulte. On est allé trop vite pour l'adulte. Donc, si on nous l'impose pour l'enfant, c'est très bien. Quid des cures et de l'hospitalisation? C'est compliqué. Nous, les patients, suivant ce qu'on utilise, on doit les garder. D'accord? On doit les garder dans des champs plombés. Donc, c'est compliqué à gérer. Ça dépend du rayonnement, ça dépend. Mais si on ne les garde pas, exposition des proches. Il y a des études qui sont sorties, il n'y a pas de problème. Mais on va devoir rassurer. Il y a tout un travail d'éducation. Nous, aujourd'hui, dès qu'on parle de radioactivité, il n'y a aucun service qui veut prendre nos patients. Donc, on leur dit, mais ça ne vous dérange pas que nous, pendant 30 ans, on va travailler collé à 100 patients par jour et on vous envoie un patient une fois tous les 10 ans, vous le refusez. Donc, c'est un travail d'éducation qu'il va falloir mener pour la pédiatrie et au niveau des instances, mais également au niveau des parents et des proches. J'en ai fini, je vous remercie. Question? C'est effectivement un champ super intéressant. Pour information, on a les CITM qui va ouvrir à Marseille. On attend la grille de surcoût de Gustave Roussy, on peut ouvrir. Et effectivement, là, donc il y a un petit groupe qui réfléchit. Plus cher ou moins cher que toi? Ben, je sais pas, c'est eux qui déterminent la grille, donc on s'alignera. C'est le labo qui paye de toute façon. La problématique, effectivement, c'est l'escalade, enfin la dose. Donc, effectivement, dans cet essai, il y a une dose qui est rapportée au poids avec tout ce que ça a d'arbitraire. Parce qu'au final, plus que la dose, c'est d'arriver à voir ce qui va rester, quoi. Le reste, ça passe, ça s'en va. Donc, et la deuxième question, c'est quoi la MTD aussi? Jusqu'où on va, quoi. C'est quoi la dose maximum tolérée, jusqu'où on va? Parce que là aussi, ils nous font il y a une espèce de PK de radioactivité, mais qui ne correspond pas à la réalité biologique de ce qui va se passer, là. Non, alors la dose maximale tolérée, officiellement, c'est la dose au rein, la moelle osseuse. C'est tout ce qu'on a. Ouais, c'est ça. Celle au rein et la moelle, 2 grés à la moelle osseuse, 23 grés au rein. C'est les doses des adultes. Ouais. Et les recommandations de l'AIEA, de ça, c'est chez les enfants, faites pas plus, faites plutôt moins. Ouais, ils vont en gros scale, je crois de mémoire, on scale là-dessus. Ouais. Voilà. Donc si ce n'est que on a toutes les études de l'iode. Hein. L'iode, c'est pire. Hein. L'iode, c'est irradie partout. C'est bien plus irradiant que ne peut être le lutécium. Et on mesure. L'avantage, c'est qu'on fait des images et on sait. L'avantage de la radioactivité, c'est qu'on voit ce qui est déposé. Donc, on peut extrapoler. On peut savoir la dose, mais la dose limite... Voilà, non. Donc, c'est vrai que c'est un champ, là, qui, comme tu dis, on avance à toute vitesse et on bâtit un peu sur du sable, quoi, quand même. Hein. Moi, je passe ma vie en congrès à freiner les gens et leur dire on fait n'importe quoi. Donc, on me prend pour un rabat-joie, mais à aller trop vite, on va tuer notre activité. Merci.
Merci beaucoup, Benjamin. Question courte. Question courte. Combien parce que tu n'as pas beaucoup parlé du coût du PSMA et Alors, combien c'est un patient, 4 cures, 6 cures une cure, c'est 15 000 euros d'achat. D'accord? D'achat, on va et le si faire. tu intègres on le fait en ambulatoire. médico-éco, tout ce qui est C'est- impactant sur le service, C'est fait. Alors, ça n'a pas été fait. je peux dire que c'est ultra rentable pour le service parce qu'on fait tout en hôpital de jour. Donc pour nous, effectivement, ça nous permet de pouvoir générer plus de recettes. Mais c'est 4 hôpitaux de jour. 4 plus 6, ça fait 10 une cure. 6 cures, c'est 10 HDJ. Et 15 000 euros x 6. 90 000 euros, donc c'est à peu près 100 000 euros. Voilà. C'est moins cher que des carticelles. C'est moins cher. Bah, c'est le coût de l'anticorps. Mais